Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un top 5 des armées les plus simples à appréhender, des meilleures armées pour débuter dans le jeu MESBG. On vous a concocté ça, vous allez voir, ça va être très sympa. On va commencer avec les factions du bien. Et pourquoi j'ai dit on, puisque je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Amandine et Raymond qui est juste là. Eh ben, bonjour à tous et puis merci à toi de m'avoir invité pour cette vidéo. Donc j'ai hâte de voir ça. Ben, merci à toi d'avoir répondu présent à cet appel. Et puis écoutez, on va vous parler un petit peu de tout ça, on va mettre tout ça en place, puisque vous allez voir, il y a tout un tas de choses qu'on a programmées, qu'on a prévues pour cette vidéo. On va quand même essayer de faire les choses bien. Alors, petit disclaimer avant d'entamer cette vidéo, déjà, la première chose qu'on tient à dire, c'est évidemment, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité absolue. C'est un top qui va être subjectif, ce sont nos choix. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire que nos choix sont forcément les meilleurs, mais en tout cas, ça peut vous aider, ça peut vous donner une petite ligne directrice, qui va vous aider si vous débutez dans le jeu. La deuxième chose qui est très importante, justement si vous débutez dans le jeu, s'il y a une ou plusieurs armées qui vous font vraiment envie, et si vous avez vraiment envie de jouer une armée en particulier, et si votre armée n'est pas dans ce top, n'est pas dans ce top 5, ce n'est pas grave, le plus important c'est avant tout de vous faire plaisir et de jouer ce que vous avez envie de jouer. Autre chose, ce top est réalisé en mars 2022, donc ça a été réalisé avec les règles en vigueur de la V6, évidemment. Il y a tout un tas de choses qui vont peut-être changer au cours des prochaines années et peut-être même au cours des prochains mois. Il y a déjà un supplément qui est en route et qui ne devrait pas tarder à sortir. Donc forcément, ce top, si vous regardez cette vidéo bien après sa sortie, il est tout à fait possible que ce top soit obsolète. On est parti du postulat qu'on va s'adresser d'une manière générale aux débutants, mais vraiment l'exemple typique. Il faut imaginer deux potes, deux amis qui veulent se lancer dans le jeu, qui n'ont aucune idée de comment ça marche et qui chacun d'eux veut jouer une armée. Dans l'idéal, de manière logique, il y en aura un plutôt qui jouerait le mal et l'autre le bien. Et à la limite, ils pourraient alterner entre les parties. Mais voilà, c'est un petit peu ça le postulat de base. Donc des joueurs qui n'ont jamais joué et qui se demandent quelle armée prendre pour le bien et pour le mal. Alors pour cette vidéo, on s'est fixé plusieurs règles pour sélectionner les armées. La première règle, c'était de sélectionner au moins une armée du Hobbit dans la liste des armées sélectionnées. Parce que... il y a plein de gens qui aiment aussi les armées du Hobbit, même si c'est vrai que nous, on a peut-être un petit tropisme plutôt pour les armées du Seigneur des Anneaux. Ouais. La deuxième règle, c'était de ne pas partir vers des choses un peu compliquées ou, on va dire, secondaires dans l'apprentissage des règles, qui était de partir donc sur des légions légendaires ou des choses comme ça, pour rester sur des choses assez simples. Et dans cette même idée, on reste sur des armées de base, hein, c'est la troisième règle, donc pas d'alliance, voilà, on reste sur les factions de base du livre d'armées du Hobbit et du livre d'armées du Seigneur des Anneaux. Tu me corriges si j'ai oublié des choses? Tout à fait, c'est exactement ça, globalement c'est les règles qu'on a établies au préalable, pour aussi un petit peu éviter de partir dans tous les sens, parce que c'est vrai qu'entre les légions légendaires, les alliances, etc., ça peut vite être un petit peu le fouillis tout ça. En dehors de ça, on a aussi mis en place tout un tas de critères qui sont très importants pour déterminer quelles seront les armées qui vont être choisies pour ce top, pour déterminer laquelle arrivera sur le podium, laquelle sera la numéro 1 de ce top. Les critères majeurs, il y en a 3. Je vais vous les présenter tout de suite. Amandine vous présentera les critères mineurs, il y en a 2. Les critères mineurs ne sont pas rédhibitoires, c'est-à-dire que si une armée ne remplit pas un de ces critères, c'est pas éliminatoire, c'est plutôt des critères qui vont être là pour distinguer. Si on hésite entre deux armées, ça va permettre un petit peu de pencher plutôt en la faveur d'une armée plutôt qu'une autre. Donc je vais vous présenter les critères majeurs. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit une armée qui soit plaisante à jouer et à affronter. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est déjà une armée qui est plaisante à jouer. Bon, ça, c'est pas trop difficile. La grande majorité des armées du jeu sont plaisantes à jouer. Par contre, des armées plaisantes à affronter, là, il y a quand même un certain nombre d'armées qu'on peut considérer comme assez frustrantes quand on tombe contre elles. Comme on part du principe qu'on a deux joueurs débutants qui se lancent dans le jeu, si l'un des deux a une armée qui est vraiment trop frustrante à affronter, c'est le meilleur moyen d'arrêter de jouer au jeu et de passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc on va éviter des listes d'armées, enfin des armées qui reposent principalement sur des armées full tir, des armées full magie qui sont, quand on est débutant, c'est pas forcément évident de savoir comment les contrer. Donc ça, c'est le premier critère qui est très important.
Le deuxième critère qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit une armée qui soit efficace et polyvalente. Alors une armée efficace, c'est un grand mot pour dire tout simplement une armée qui va permettre de globalement gagner des parties. Une armée avec laquelle vous n'allez pas vous ramasser à chaque fois et quand même vous avez des chances de gagner. Donc ça pareil, c'est un critère qui n'est pas trop difficile à remplir. La grande majorité des armées, comme c'est un jeu qui est assez équilibré, peuvent remplir ce critère. Maintenant la polyvalence, ça c'est un peu plus compliqué à remplir. Et en fait on a fait toute une petite liste de critères qu'on considère comme des critères à valider, des critères de polyvalence. Il y a une liste et dans cette liste, pour qu'une armée soit considérée comme polyvalente, il faut qu'elle valide 3 de ces critères. Il y a la mobilité. Il faut que l'armée ait aussi accès à du tir correct. Il faut qu'elle ait une bonne résilience. Et alors, la résilience, ça veut dire avoir par exemple une bonne défense, comme des nains qui ont généralement une défense de 7 et qui sont très difficiles à tuer. Ça peut être une forme de résilience. Mais les nains, généralement, comme ils coûtent cher, on ne va pas en jouer beaucoup. Et par exemple, on peut considérer tout à fait qu'une armée de hordes comme Goblinville ou Moria, comme on a énormément de figurines, même si ce sont des figurines très fragiles, on va être très très difficile à démoraliser. Et du coup, techniquement, on peut considérer que c'est une armée qui a une forme de résilience grâce à son nombre. On va parler de force, on va avoir la force de frappe aussi, une armée qui est capable d'avoir du punch, parce que le but c'est quand même de tuer un certain nombre de figurines adverses. Et on va avoir le nombre aussi, le but c'est aussi d'avoir un certain nombre de figurines pour tous les scénarios à objectif, c'est quand même mieux. Et enfin, le dernier de ces critères, c'est des héros efficaces. Ça peut être des gros héros qui cognent fort comme des Elendil, des Boromir, ce genre de choses, des héros très onéreux on va dire, mais ça peut aussi très bien être des héros qui sont pas chers mais qui sont très rentables et qui apportent plein de choses très sympas. Donc voilà. Le dernier critère majeur, c'est une armée simple à jouer. Évidemment, on s'adresse ici à des débutants. Si on leur propose une liste d'armées qui est super compliquée à comprendre, à maîtriser, ça va pas être très drôle. Peut-être même qu'ils vont perdre toute leur partie alors qu'ils ont entre les mains une des armées les plus compétitives qui soient. Donc ça, c'est vraiment dommage, on va éviter ça. Donc on va éviter toutes les armées avec plein de règles spéciales à retenir. Il y a déjà suffisamment de règles dans le bouquin à retenir comme ça pour un débutant. Il y a aussi tout ce qui est magie, tout ce qui est cavalerie, c'est un peu limite. On en reparlera peut-être. Mais voilà, ça c'est des choses qui font qu'une armée est vraiment pas facile à jouer et quand on débute, c'est quand même pas l'idéal. C'est ça. Et on a également établi quelques critères mineurs pour compléter, sans, comme tu le disais, rendre pour autant éliminatoire les factions qui ne les remplissaient pas. Donc 2 critères mineurs. Le premier, c'est le fait d'avoir une armée variée et évolutive. Variée, ça veut dire qu'on va avoir du choix en ce qui concerne les héros, mais aussi en ce qui concerne les guerriers. On ne se retrouve pas à jouer finalement plein de figurines identiques. Le but c'est quand même de pouvoir faire des choses un petit peu différentes et de varier les plaisirs. Et également dans le choix des héros, de ne pas se retrouver à avoir finalement un seul héros jouable dans l'armée. On peut penser, je les aime beaucoup aussi, mais par exemple les Ents, voilà, ça peut vite tourner un petit peu en rond et puis on est un peu obligé de prendre Silverbarb. Bon, l'idée c'est quand même d'avoir un peu plus de choix et de pouvoir varier les plaisirs. Et donc évolutive, c'est le fait que l'armée, une fois qu'on a pris en main un petit peu l'armée à 300 points, 400 points, si on a envie d'en faire une plus grande armée, que ce soit quand même jouable. Et que donc on puisse passer par exemple sur du format de 600, 700, 800 points, en agrandissant sa collection, mais toujours en pouvant jouer cette faction et les figurines qu'on a déjà acquis. L'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment sympathique à jouer à plusieurs formats, que ce soit ensuite en évoluant avec des alliances, ou bien même au sein de la faction en elle-même. Quand on parle aussi d'évolution, on a dit qu'on n'allait pas parler d'alliances et de légions légendaires, on parle que des factions en elles-mêmes, mais par contre pour le critère de liste évolutive, on peut prendre en compte évidemment toutes les alliances. Si vous commencez par exemple avec une armée d'elfes de Foncombe en 500 points, on peut considérer que c'est une armée qui est évolutive pour son alliance avec Numénor. Ça peut vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons en 800 points avec des gros héros Numénor, etc. Donc voilà, c'était juste pour mettre ça au clair. Et le deuxième critère mineur sur lequel on s'est mis d'accord, c'est que vu que l'idée c'est de débuter, on n'a pas forcément envie de claquer énormément d'argent au départ, donc une armée qui soit peu onéreuse, en argent véritable, pas en valeur en points.
Donc, soit que l'armée se trouve à un tarif abordable sur les sites officiels, Games Workshop, Forge World, etc. Ou deuxième possibilité, qu'elle se trouve relativement facilement d'occasion et qu'on ne soit pas obligé voilà, de vendre un rein pour se trouver la figurine importante qu'on a envie de jouer dans la faction. Parce que c'est un petit peu dommage, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va aimer jouer au final. Et ça a été un critère quand même bon, mineur, mais un petit peu important pour nous. Eh bah écoute, merci à toi Amandine. Et bah on va pouvoir commencer ce top 5 en commençant par le bas, bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus amusant comme ça. Et donc on va commencer par le numéro 5 de notre top pour les armées du bien. Pour la 5e place de ce top, on va commencer avec l'armée des morts, l'armée de Denaro, pour plusieurs raisons qu'on va évoquer tout de suite, vous allez voir. Déjà, on va commencer par les critères majeurs. Le premier critère majeur, c'est une armée qui est plaisante à jouer, ça, il n'y a pas de souci. Une armée qui est plaisante à affronter, là, ça va dépendre. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'elle est en bas du classement de ce top, mais vous allez voir qu'elle a aussi d'autres atouts, mine de rien. Disons que si votre ami, si la personne avec qui vous avez l'habitude de jouer ou avec qui vous allez jouer joue une liste type Mordor par exemple avec beaucoup d'orques du Moranon, là on va éviter plutôt de vous conseiller l'armée des morts parce que ça va être très frustrant pour votre ami. Il va vraiment devoir faire des tests de bravoure à chaque fois pour vous charger. S'il perd ses duels, il va se faire ouvrir en deux. Donc à déconseiller, voilà, c'est un petit avertissement, gardez-le dans un coin de votre tête. Mais en dehors de ça, si vous affrontez des armées avec des solutions par rapport à la bravoure, globalement, ça ne devrait pas être une armée trop frustrante pour votre adversaire à affronter. On va passer au point suivant qui est une armée efficace. Oui, c'est une armée efficace, c'est une armée qui est quand même assez solide, qui cogne fort, qui est relativement facile à prendre en main. C'est une armée qui est polyvalente, moyennement ça, donc on a ce critère-là. Pour le coup, on le met en moyen parce que c'est pas encore un grand nom, mais attention parce qu'au niveau polyvalence, c'est vrai que c'est une liste qui n'a pas beaucoup de choix, qui n'a pas beaucoup d'entrées, et comme on l'a vu dans les critères de polyvalence, niveau mobilité, elle a accès à des cavaliers, mais c'est assez moyen. C'est assez moyen, disons qu'ils coûtent très cher, et que déjà la plupart des unités coûtent très cher, donc c'est assez moyen. Du tir, il n'y en a pas du tout. La résilience, ça c'est un grand oui, donc ça fait 1 point. La force de frappe, ça dépend ce que vous affrontez en termes de bravoure, mais globalement on peut le valider. Le nombre, vous n'allez pas avoir beaucoup de figurines. Et les héros efficaces, bah, vous en avez 1, donc moyen pour moi, il y en a 2 sur les 3, 2,5 avec la mobilité, les cavaliers. Donc c'est un peu limite, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est en bas de ce top 5 en tout cas, mais elle a un certain nombre d'atouts. Déjà, le premier qu'on a évoqué, plaisante à affronter, une armée efficace, mais comme je l'ai dit aussi, une armée qui est simple à jouer. Je veux dire, quand vous débutez, la seule chose que vous avez à apprendre avec cette armée, c'est tout le système de bravoure. Vous tapez sur la bravoure et votre adversaire va devoir faire des tests de bravoure pour vous charger. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Et globalement, vous allez vous amuser. Il n'y a pas 10 000 choses à gérer, à micro-gérer. Il n'y a pas 10 000 types d'unités différents. Donc franchement, ce critère-là, il est largement rempli. Maintenant, en critère mineur, une armée variée, pas trop, hein. On va pas se mentir, il y a très très peu de variété, il n'y a qu'un seul héros, c'est dire. Donc ça, c'est un critère qui n'est pas rempli. Évolutive, alors ok, on peut partir vers la légion légendaire du Retour du Roi en rajoutant un petit Aragorn, pourquoi pas un petit Legolas ou un petit Gimli, mais c'est pas ce que j'appelle vraiment une grosse évolution. Donc ce critère-là n'est pas rempli, mais ce n'est pas un critère rédhibitoire. Et enfin, le dernier critère, une armée peu onéreuse. Pareil, c'est pas un critère qui est rédhibitoire, mais alors celui-là, il est tellement bien rempli qu'elle gagne largement sa place dans ce top, parce que vraiment, c'est des figurines qui sont pas difficiles à aller chercher. Il suffit de prendre la boîte des Champs de Pelennor pour avoir déjà 20 guerriers des morts, si ma mémoire est bonne, ce qui est déjà pas mal. Et puis derrière, il vous suffit simplement d'ajouter le Roi des Morts. Vous avez votre armée. C'est tout, c'est très simple. Et alors, si vous n'avez pas envie d'acheter la boîte des Champs de Pelennor, parce qu'il y a quand même une grosse armée du Mordor qui va avec et des cavaliers du Rohan qui peuvent ne pas vous intéresser, c'est quand même des figurines qui sont très facilement trouvables d'occasion. Le Roi des Morts en version ancienne, version en métal, il est très facile à trouver. Donc, un point qui est largement rempli pour cette armée qui mérite
très bien sa place en tant que position numéro 5. Alors, la quatrième faction de notre top, c'est la faction du Rohan. Le Rohan, c'est également une faction qui est présente dans la boîte des Chants du Pélénor, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais on peut revenir directement, peut-être pour commencer, sur les critères majeurs. Alors, sur le côté, armée plaisante à jouer et à affronter. Alors, à jouer, c'est plaisant à jouer, ça, je pense qu'on peut le dire. Plaisant à affronter, bon, là, ça dépend un petit peu de la manière dont vous allez jouer l'armée. Il y a des manières de jouer l'armée qui peuvent la rendre un peu désagréable à affronter. Par exemple, si on joue full cavalerie et qu'on se contente de faire du harass ou ce qu'on appelle aussi du hit and run, c'est-à-dire je recule un petit peu, je tire, je recule un petit peu, je tire, qui n'est pas très très agréable pour l'adversaire. Mais bon, il y a quand même moyen de faire des armées équilibrées en Rohan et donc de rendre la chose tout à fait intéressante pour l'adversaire aussi. Le deuxième critère, c'est sur l'armée efficace et polyvalente. Efficace, l'armée l'est, ça, il n'y a pas trop de problème, même s'il faut faire attention, notamment au niveau de l'infanterie, où c'est pas la meilleure infanterie du jeu, hein, clairement. Polyvalente, l'armée l'est aussi, notamment grâce à toute la diversité de profils qu'on peut y trouver. Si on regarde les mots-clés qu'on a mis en place pour la polyvalence, on a déjà la mobilité qui est largement validée, ça c'est indéniable. Du tir correct, on n'a pas des très bons archers, mais effectivement on peut en avoir beaucoup. Et du coup, finalement, quand on a beaucoup d'archers, ça finit par passer au bout d'un moment les flèches. La résilience... Il y a les javelots aussi. Il y a les javelots aussi, en plus, qui offrent une alternative intéressante. La résilience, ça je pense qu'on va pas le valider par contre. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense pas. Non, les unités coûtent cher et elles tiennent pas très bien. Ouais, je suis d'accord. La force de frappe, pour moi c'est validé parce qu'avec le bonus d'armée, quand tu charges et que tu passes à force 4, tu fais des sacrés dégâts, hein, mine de rien. Donc pour moi la force de frappe elle est là. Le nombre, c'est pas un non, c'est pas non plus un grand oui, mais honnêtement c'est tout à fait correct. Pour de la cavalerie, honnêtement tu peux te retrouver avec beaucoup de cavaliers. Et honnêtement, ça va. Je pense que ça tient la route. Et puis des héros efficaces, bon, il y en a quand même un bon paquet de héros intéressants dans le Rohan. Pour moi, c'est largement validé. Le critère suivant, c'est sur le côté simple à jouer. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Clairement, si on veut jouer l'armée d'une manière comme on veut, on imagine que quelqu'un qui veut jouer le Rohan, il s'imagine les scènes du film où il envoie toute sa cavalerie chargée et éclater des rangs d'orques. Bon, dans le jeu, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Il faut bien avouer que la cavalerie, il faut un petit peu prendre en main la chose. Hein. C'est pas le truc le plus évident à prendre en main. Il faut bien timer les moments où on va charger, les moments où on va simplement contourner, ou se placer, se positionner. Donc c'est pas évident pour débuter. Cela dit, ça a le mérite aussi d'être un très bon entraînement pour justement pour s'habituer à jouer des armées un petit peu plus spécialisées dans la mobilité et ce genre de choses. Donc c'est toujours bien, mais là clairement il faudra passer le cap. Je pense qu'il y aura quelques chevaux morts avant, bien sûr. Avant de bien maîtriser la chose, quoi. C'est toujours ça, hein. Il faut en envoyer quelques-uns au casse-pipe avant de comprendre comment ça marche pour que les prochains survivent, quoi. Quelques chevaux à sacrifier malheureusement. Alors par contre c'est une armée qui est très variée. Il y a énormément de choix de héros. Je pense que c'est une des 3 factions du jeu où il y a le plus de choix de héros. Il y a vraiment énormément de choix, donc si vous n'aimez pas Théoden, c'est pas grave, vous pouvez jouer, si vous êtes un fan de Helm par exemple, vous jouez Helm et voilà. Si vous n'aimez ni Helm ni Théoden et que vous voulez jouer Eorl, vous pouvez jouer Eorl. Voilà, il y a vraiment plein de choix. C'est vrai qu'il y a plusieurs temporalités sur ça. C'est ça, il y a plein de temporalités. C'est vraiment intéressant. On peut vraiment faire plein de choses différentes, faire plein d'associations. Et même au niveau des unités, on a quand même, évidemment, le guerrier de base, on a le cavalier de base, mais on a aussi des unités un petit peu différentes. On a les gardes royaux qui peuvent apporter un petit côté intéressant avec leur meilleure défense et leur meilleure valeur de combat. On a les éclaireurs aussi, qui sont des unités de tir sympathiques. Voilà, il y a de quoi faire avec cette faction. En termes de variété, ça, il n'y a aucun problème. Et en termes d'évolution, là aussi, c'est un grand oui, parce que lorsqu'on va monter en point avec cette faction, on va s'ouvrir à plein d'alliances.
que ce soit avec des elfes, que ce soit avec des hommes, enfin Minas Tirith, la Lothlorienne. Il y a vraiment plein d'alliances possibles. Et il y a aussi tout un tas de légions légendaires qui sont très intéressantes avec le Rohan, notamment si on aime plutôt le côté infanterie, il y a la légion des défenseurs du gouffre, si on aime plus la cavalerie, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choix possibles. Et du coup, globalement, on peut toujours caser quelques Rohirrim dans une armée bien. Donc, de ce côté-là, c'est sans doute une des armées les plus évolutives du jeu. Même. Tout à fait. D'ailleurs, je suis en train de me demander si c'est pas la faction qui a le plus de légions légendaires associées. Je pense que oui. Parce qu'entre toutes les cavaleries, entre toutes les légions légendaires, t'as Éomer, t'as Théodred, t'as Théoden, t'as Défenseur du Gouffre de Helm, t'as Helm. Franchement, il manquerait plus qu'Eorl et puis c'est bon. Donc ouais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choix. Il y a énormément de choix. Et autre point positif, notre deuxième critère mineur est parfaitement respecté aussi, puisque l'armée n'est pas très chère. Hein. Alors, si on achète l'armée toute seule sur Games Workshop, ça peut faire un petit budget, mais il y a de quoi faire beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, avec la boîte de démarrage. Il y a quand même, je ne sais plus combien il y a de cavaliers, mais il y en a pas mal. Il y en a 12. Il me semble qu'il y en a 12. Je crois bien, oui. Et il y a pas mal d'infanterie aussi. Et puis sinon, ça se trouve d'occasion très facilement, parce que c'est une des plus anciennes factions du jeu. Donc il y a beaucoup de joueurs qui en ont, qui traînent. Et voilà, donc ça se trouve assez facilement d'occasion, beaucoup moins cher que neuf. Donc voilà, aucun problème pour acquérir cette armée avec un petit budget. On enchaîne avec la troisième place qui revient à l'armée de Tror. Et oui, surprise, ça y est, on y est, la première faction du Hobbit est dans ce top, et ce sera la seule, hein, spoiler alert. mais pour le coup, on a choisi cette liste parce que déjà, ça remplit le critère du Hobbit, parce que mine de rien, le Hobbit, il y a quand même des factions qui sont très intéressantes, notamment en termes d'esthétique, il y a vraiment des trucs super chouettes, et pas que en termes d'esthétique d'ailleurs, il y a aussi des choses très sympas en termes de gameplay. Et puis alors, vous allez voir que c'est une faction qui, mine de rien, au final, est une de celles qui remplit le plus de critères. C'est pour ça qu'elle est placée au-dessus du Rohan et de Dunharrow. On va commencer par le premier critère majeur très important. Est-ce que c'est une armée qui est plaisante à jouer? Je pense que oui, largement. Est-ce que c'est une armée qui est plaisante à affronter? Je pense que oui, largement. C'est loin d'être la pire armée qu'on a, qui fait le plus peur en termes d'affrontement. Franchement, on préfère affronter ça tous les jours plutôt que du gobelin vide par exemple. On a une armée, donc ce critère est rempli, on a une armée qui est efficace. Ça, il n'y a pas de souci, c'est une armée qui a des atouts très intéressants, notamment les morts de martel avec la possibilité d'avoir force 4, donc du punch. Une armée forcément qui a une très bonne défense, donc qui va bien tanker. On a des héros intéressants, donc il n'y a pas de souci. Et ça me permet d'enchaîner avec la polyvalence. C'est une armée qui est très polyvalente, enfin moyennement polyvalente, mais vous allez voir pourquoi. Il y a quand même des choses intéressantes. On n'a pas la mobilité, même si on peut avoir la marche avec un capitaine. C'est quand même un peu limite, c'est un peu léger. On n'a pas de tir. Pareil, on n'a pas de tir, même si on peut avoir toutes les haches de jet, mais ça reste assez limite. Par contre, on a la résilience, ça, il n'y a pas de souci, on a la résilience, donc ça, c'est le premier point qui est 100% validé. On a quand même des nains défense 7. On a la force de frappe grâce aux morts de martel, qui n'est pas négligeable. En plus, c'est une arme bâtarde, donc ils peuvent l'utiliser à deux mains quand c'est nécessaire pour avoir un peu plus de punch. Du nombre, et ben, au final, on n'est pas en reste parce que finalement, comme nos héros pas si cher que ça, enfin ils coûtent assez cher, mais finalement dans des petits formats, c'est une liste où on n'est pas sur une liste avec de l'élite, où on se retrouve qu'avec 12 figurines dans votre armée en 500 points. Donc voilà, c'est pas une armée de or non plus, mais le critère est pas non plus aux fraises sur le nombre. Les héros efficaces, on a des héros qui sont très efficaces, on a en plus le choix entre Train et Tror en général, même si généralement on va plutôt préférer Tror pour tous les bonus qu'il apporte, mais au moins on a du choix. Donc la polyvalence, un peu moyen, un peu léger, c'est pas tout à fait polyvalent, mais pour moi ça remplit 2 critères et demi, voire 3, donc ça passe, c'est pas éliminatoire sur ce coup-là. On a une armée simple à jouer, ça c'est très important. Pour un débutant, c'est vraiment une armée où il n'y a pas 10 000 trucs à retenir, 10 000 trucs à comprendre. C'est une armée qui est simple, efficace. Et ensuite, on va pouvoir passer aux critères mineurs. Le premier critère mineur qui est une armée variée et évolutive.
Une armée variée, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le choix entre Tror et Train. Si vous ne voulez pas du tout jouer Tror pour X ou Y raison, hein, on s'en fiche, peu importe, et ben vous pouvez vous rabattre sur Train qui fera mine de rien un général assez correct. Hein. Il a une arme avec +1 pour blesser qui le rend plus bourrin que son père. Et puis en termes de héros, vous avez un Dwalin, un Taurin, bon Balin. Il est très anecdotique, il est très rarement joué parce qu'il a un profil qui n'est pas très intéressant, mais vous avez deux types de capitaines qui apportent la marche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sont pas si mauvais que ça, honnêtement. Donc en termes de variété, c'est pas si mauvais. Et puis surtout, si vous vous posez la question pourquoi on a choisi ces nains-là plutôt que par exemple Khazad-dûm, bah déjà vous avez une armée qui peut soutenir, et quand on est débutant c'est vraiment important. Vous pouvez avoir une rangée de Morts de Martel qui va cogner très fort, et derrière une rangée de lanciers, et ça c'est un luxe que ne peut pas s'offrir Khazad-dûm. Pour le coup ça c'est vraiment ce qui a penché en la faveur de l'armée de Tror. Et puis aussi vous avez une armée qui est évolutive, parce que en fait c'est une armée qui, en augmentant le format en points, vous pouvez faire des alliances. Vous avez l'alliance avec Dale, parce qu'on a dit c'est une armée qui n'a pas de tir. Et bah écoutez, alliance avec Dale, hop, on a du tir très intéressant même. On a vu aussi que c'était une armée qui n'avait pas beaucoup de mobilité. Hop, alliance avec les Monts du Fer, vous ramenez quelques chevaucheurs de bouquetin, et puis voilà, vous comblez vos lacunes. Honnêtement, c'est une armée qui mérite tout à fait sa place, et on va terminer avec le critère mineur, le tout dernier critère mineur, qui est une armée peu onéreuse. Et bah, même si c'est des figurines du Hobbit, finalement ça vous coûte pas trop cher, parce que vous prenez une boîte de Morts de Martel pour 40 €, comme toutes les boîtes de guerriers de base, c'est généralement les plus intéressantes et pas les plus chères. Et là vous avez 20 Morts de Martel, sachant que généralement vous allez les jouer avec Tror en garde améliorée, et du coup comme Tror peut en prendre 18 avec lui, bah c'est parfait, une boîte de 20, vous avez ça. Vous prenez quelques lanciers, vous prenez la boîte, le blister avec Tror et Train, et roulez boulet, c'est parti, vous pouvez y aller. Ça coûte un peu d'argent, hein, c'est pas l'armée la moins chère du jeu, et c'est une armée qui se trouve pas d'occasion, mais honnêtement c'est tout à fait abordable, c'est très loin d'être l'armée la plus chère à acquérir. Donc voilà pour le top 3 des listes du bien. On se rapproche du podium, puisque cette fois-ci on va parler de la deuxième place. La deuxième place, à qui va-t-elle revenir? Eh bien, elle va revenir à Foncombe. Et oui, on va se tourner vers les elfes cette fois-ci. Les elfes de Foncombe qui sont très intéressants, et pour plein de raisons. On va voir ça tout de suite. On va voir en quoi c'est une armée, une faction qui est intéressante pour débuter dans le jeu. Premier critère, là on a validé beaucoup de choses, vous allez voir. Est-ce que c'est une armée qui est plaisante à jouer? Oui, là il n'y a rien à redire dessus, c'est une armée qui est tout à fait plaisante à jouer. Est-ce que c'est une armée qui est plaisante à affronter? Pareil, certes vous avez des très bons archers qui vont pouvoir peut-être jouer un peu fond de table, mais vu que c'est des guerriers qui coûtent cher et qu'il y a la règle des 33%, et bah au final vous n'allez pas avoir 15 000 tirs et votre adversaire va pas se sentir complètement acculé à devoir se protéger tout le temps face aux tirs, contrairement à tout un tas de listes basées full tir. Donc vraiment c'est loin d'être une liste très frustrante à affronter. Est-ce que c'est une armée efficace? Oui, je pense que c'est une armée qui a fait ses preuves largement, elle peut faire plein de choses et elle peut tout à fait vous permettre de gagner vos parties. Et est-ce que c'est une armée polyvalente? Eh bien on va regarder ça tout de suite. Elle doit remplir, je le rappelle, 3 des mots-clés, valider 3 des mots-clés de la liste qu'on a établie. Alors, est-ce que c'est une liste qui a de la mobilité? Tout à fait. Déjà, vous avez des capitaines avec de la marche, très bien, mais vous avez aussi de la cavalerie. C'est des cavaliers qui coûtent certes cher, mais qui sont très intéressants, qui ont des profils très intéressants. Vous avez évidemment du tir correct, hein. On est quand même chez les elfes. Vous avez une résilience qui est tout à fait correcte, hein. Défense 6, globalement, c'est pas la meilleure résistance face à la force 4 des armées du mal, mais ça reste quand même correct, hein, d'une manière générale dans le jeu. La force de frappe, bon, vous l'avez pas trop, même si on pourrait presque le valider, mine de rien, grâce aux héros, parce qu'il y a quand même des gros héros qui tapent fort, comme Gil-galad par exemple, et puis même un Elrond, ça peut faire quand même des sacrés dégâts dans une armée ennemie, grâce à son petit courroux de Bruinen derrière, ça peut faire des choses intéressantes. Le nombre, vous l'avez pas, hein, on va pas se mentir. Et des héros efficaces, bon bah je viens de le dire à l'instant, mais des héros efficaces, vous en avez plein. Vous avez Glorfindel, Gil-galad, Elrond, même un Erestor, ça peut être un héros très intéressant. Donc là, il y a tout un tas de mots-clés qui sont validés là-dedans, de critères pour la polyvalence.
Donc ça c'est validé. Ensuite, on va continuer avec le troisième et dernier critère majeur qui est une armée simple à jouer. Là, ici, on a un héros qui peut lancer des sorts. Non, il y a Arwen aussi. On a 2 héros, il me semble, qui peuvent lancer des sorts et qui sont vraiment des sorts très simples. Il n'y a pas 10 000 sorts à comprendre, qui n'ont pas trop de volonté. Donc, si vous vous foirez, c'est pas très grave. Les héros sont pas basés sur ça. Et puis, à la limite, franchement, Elrond, il y a surtout le courroux de Brunnen à retenir. Vous avez juste ça à prendre. Et puis c'est bon, quoi. Vous pouvez partir à la guerre avec ça. Vraiment, c'est une armée qui est très simple à jouer. C'est une armée qui est vraiment un peu basique, mais qui fonctionne. Donc, pas de souci là-dessus. Le critère est validé. On passe maintenant aux critères mineurs. Critères mineurs, le premier, c'est une armée variée. Il y a énormément de variétés. Si vous ne voulez pas jouer Elrond en général, vous avez la possibilité de jouer plutôt Glorfindel. Vous avez aussi Gil-galad. Honnêtement, il y a vraiment du choix. Pas trop au niveau des guerriers, mais bon, c'est des guerriers elfes, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Et puis, est-ce que c'est une armée qui peut évoluer? Tout à fait, comme on l'a dit au tout début de la vidéo d'ailleurs, j'ai un peu spoilé. Eh bien oui, on peut la faire évoluer avec Numénor en Ultime Alliance, ça peut être très intéressant. Et puis globalement, les elfes, comme ça coûte cher d'une manière générale, même dans des gros formats, par exemple 800 points, ça reste une armée qui est quand même jouée dans les tournois, on trouve toujours plus ou moins un certain nombre d'armées de Rivendell, de Foncombe jouées. Donc voilà, la petite question maintenant c'est pourquoi ces elfes-là et pas les autres qui sont les elfes de Mirkwood, les elfes de Thranduil ou les elfes de la Lothlórien. Honnêtement, les elfes de Mirkwood c'est très simple. Déjà, je n'ai pas parlé du dernier critère, mais évidemment c'est une des armées les plus faciles à trouver d'occasion. Donc c'est une armée qui ne va pas coûter beaucoup d'argent. Donc ce critère-là aussi est validé. Et du coup, pour le coup, c'est un critère qui n'est pas du tout rempli pour les armées de Mirkwood. C'est une armée qui coûte vraiment trop cher. Et puis en plus, ça tourne beaucoup autour de Thranduil. Donc si vous ne voulez pas jouer Thranduil, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on élimine Mirkwood. Et puis ensuite, entre la Lothlórien et Foncombe, c'était un petit peu difficile de faire un choix. On a pas mal hésité. Ouais, on a pas mal hésité. On s'est concerté avec Amandil. Et finalement, ça se joue à pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y a plus de choix quand même au niveau des héros du côté de Foncombe. Elrond, Gil-galad, Glorfindel, c'est des héros qui vont faire des choses quand on est débutant et qu'on a vraiment envie de jouer des beaux héros. En plus, ils ont accès à un cheval, ce qui est quand même pas négligeable. Là où la Lothlórien, les héros n'ont aucunement accès à un cheval et ça c'est vraiment dommage. Celeborn, il est à pied. Galadriel est pas facile à jouer parce que c'est quand même une figurine. Ouais. Pour un débutant, Galadriel, il faut quand même se mettre dans la peau d'un débutant et se dire que c'est une figurine qui ne peut pas vraiment combattre, qu'on ne peut pas vraiment envoyer au combat, alors que c'est quand même notre général, généralement. Et puis surtout, c'est une figurine qui fait de la magie, mais on ne sait pas forcément comment, quel sort faire pour la rentabiliser, comme elle coûte cher. Donc c'est pour ça, pour toutes ces petites raisons-là qu'on a choisi plutôt Foncombe. Voilà, donc tout simplement, la place numéro 2 est donc attribuée à Foncombe. Eh bien, il est temps d'annoncer le champion, le numéro 1 de notre liste des factions donc les plus simples à prendre en main pour débuter dans le jeu. Petit spoiler, évidemment, les gens qui me connaissent un petit peu savent que c'est la condition que j'ai posée finalement pour participer. J'avais un pistolet sur la tempe. C'est ça, exactement, tout à fait. Je lui ai pas vraiment laissé le choix. Ce sera donc Minas Tirith que nous avons choisi comme numéro 1. Alors bon, au-delà de la blague, c'est comme vous allez le voir une faction qui remplit les critères que l'on avait déterminés. Alors une armée plaisante à jouer et à affronter, oui, c'est une armée avec laquelle on peut faire plein de choses différentes, qui a plein de possibilités. On y reviendra juste après, mais voilà, vu toutes les possibilités qu'elle offre, elle est tout à fait plaisante à jouer. Et de la même manière, c'est une armée que l'on peut aussi affronter, qui a des faiblesses bien sûr, et donc on va pouvoir affronter assez facilement avec la plupart des armées du mal aussi. Il y a plein de choses à faire contre. C'est une armée, deuxième critère, efficace et polyvalente. Polyvalente, on peut revenir sur les différents critères que l'on avait mis en place. Tout à fait. Peut-être commencer par là. De la mobilité, on en a avec les unités de cavalerie, tout simplement. Les cavaliers de Minas Tirith c'est un peu la cavalerie de base du jeu, j'ai envie de dire, mais elle ne démérite pas pour autant. Ouais. Elle n'est pas si chère que ça. On a la lance de cavalerie qui peut faire des ravages si elle est utilisée, si on charge au bon moment.
On a bien sûr les héros qui ont eux aussi, on reviendra sur les héros plus tard, mais qui ont aussi accès, enfin, il y a pas mal de héros qui ont accès à la monture. Donc voilà, pour la mobilité, on a ça. On a également la marche héroïque sur plusieurs héros. Voilà, on a vraiment plein de choix de ce côté-là. Au niveau on a ce qu'il faut aussi, parce qu'on a, mine de rien, des troupes de base qui vont chercher la défense 6 et qui, qui ont la règle spéciale mur de bouclier. Hein, donc, bon, pour le dire vite, ils peuvent augmenter à défense 7 lorsqu'ils sont proches les uns des autres. Donc, mine de rien, ça fait quand même une armée qui peut se défendre correctement. Au niveau du tir, on a plein d'unités capables de tirer dans l'armée. La plus célèbre, la plus jouée, on va dire, c'est les Rangers qui ont une bonne capacité de tir, qui en font donc une vraie menace à distance, hein, même pour des archers humains. Ensuite, sur nos autres critères, on a alors qu'est-ce qu'on avait mis encore à part La ça force sur de les frappe. critères. La force La de force de frappe. frappe, ouais. Alors là, pour ce côté-là, c'est un peu plus mou, mais bon, on a la cavalerie, comme on l'a dit, qui peut venir compenser un petit peu, et surtout, on a les héros, Les héros. qui, là, pour le coup, on a du vrai punch, hein, avec des héros comme Boromir, comme Aragorn, ou même comme Hurin, par exemple, qui sont tout à fait capables de faire de gros trous, hein, dans les rangs adverses si on les laisse faire. Donc de ce côté-là, c'est sûr qu'il n'y a Tout à strictement fait. rien à leur reprocher, hein. On a Le aussi, côté polyvalent, on a aussi le nombre. oui, Le... alors là, le nombre, ça va dépendre de comment on joue l'armée. Typiquement, si on veut jouer des gros héros, on va être un peu moins nombreux, mais on va le compenser parce que du coup, on va menacer avec les héros, et on a ce côté un peu résilient, comme on l'a dit tout à l'heure, ou à contrario, on peut choisir de jouer l'armée, et c'est aussi ce qui fait sa polyvalence d'ailleurs, de jouer l'armée avec des héros un petit peu moins chers, et du coup de jouer plus de nombre. Donc globalement, on est rarement quand même en surnombre, hein. Faut pas exagérer avec Minas Tirith, C'est ça, parce que justement on a aussi envie de jouer les gros héros. évidemment. Mais voilà, globalement, on peut clairement pas reprocher à cette armée son manque de polyvalence. Après, pour moi, Il n'y a pas de souci là-dessus. ouais, largement. Après, pour moi, pour valider le petit sous-critère qui est le nombre, il n'y a pas besoin, on ne parle pas forcément d'armée de horde, hein, de type horde, hein. Pour moi, Minas Tirith, c'est une armée qui peut effectivement afficher sur une table de jeu un nombre conséquent de guerriers, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est validé, quoi. Ce qui compte, en fait, surtout, c'est de ne pas être en sous l'ombre, ou vraiment d'avoir un peu... d'être un peu en dessous de la moyenne, quoi. Là, globalement, je pense qu'on est bien. Oui, on est bon. Clairement, Il n'y a pas de problème. je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus. Pour la polyvalence, là, elle a carrément validé tous les sous-critères. Oui, je pense qu'elle valide tous les critères. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis efficace, oui, hein, ça, il y a... Enfin, le truc, c'est qu'on a une telle polyvalence que, justement, dans toutes les situations, on va pouvoir s'en sortir, en fait. Que ce soit des scénarios qui vont demander beaucoup de mobilité, on a les armes pour. Des scénarios qui vont demander de tenir un point précis du champ de bataille, on a les armes pour. Des scénarios où il va falloir aller faire des pertes chez l'adversaire, on a des héros qui peuvent potentiellement le faire. Voilà, il y a vraiment... on a toujours des armes avec Minas Tirith pour faire des choses. J'ai envie de dire que c'est la meilleure armée en rien, mais par contre, elle peut toujours faire des choses. Est-ce que c'est pas au final le truc ultime qu'on recherche pour une armée de débutants, ça, justement? C'est ça, voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait tous les deux mis cette armée en numéro 1. Ouais. Là, il n'y avait vraiment c'est pas cool. de débat, on était tous les deux d'accord là-dessus. En plus de ça, on passe au dernier critère principal, simple à jouer. Au final, oui, parce que on a des guerriers tout à fait capables, on a des tireurs tout à fait capables, on a de la cavalerie tout à fait capable aussi, et en héros, avec la variété qu'on a, c'est un peu l'armée de base, on va dire, hein, et c'est pas péjoratif de le dire, qui est capable de se débrouiller tout le temps, et finalement qui permet aussi de s'améliorer, de prendre de l'expérience dans le jeu, en jouant un guerrier moyen, un cavalier moyen, et puis un tireur, voilà. Enfin, vraiment, elle a de bonnes armes un peu partout, et ça en fait du coup une armée simple à jouer, agréable à jouer, parce que justement, on a un peu de tout. Au niveau des critères mineurs, on a déjà pas mal parlé de la variété, mais pour le redire, on l'a déjà dit pour le Rohan tout à l'heure, même pour Foncombe aussi, il y avait pas mal de choix de héros d'ailleurs. Minas Tirith, c'est aussi une des factions du jeu où on a le plus de choix. Il y a de tout, hein. Il y a du très gros héros qui coûtent très cher en points. Il y en a 3 hein, dans la faction. On a Gandalf le Blanc, Boromir de la Tour Blanche et Aragorn, bien sûr. Voilà, des héros qui sont capables de renverser à eux seuls le cours d'une bataille. Et à côté de ça, on a des héros un petit peu moins, enfin on va dire un cran en dessous, mais qui tirent aussi leur épingle du jeu
pour ce qui coûte, hein, bien sûr. On a du Denethor qui peut être intéressant, Faramir, bien sûr, Urin, Ingold, Irolas, voilà, plein de petits héros qui peuvent mener vos troupes au combat. Madril aussi. Et au niveau des unités, on a aussi plein de choix. Oh. On va avoir le guerrier de Minas Tirith, on a le ranger, le garde de la citadelle, le garde de la tour blanche, le cavalier, voilà. Et on a même des armes de siège aussi, qui sont pas les pires du jeu, hein, parce que c'est un peu compliqué les armes de siège, et c'est pas le truc en général quand on débute qu'on va sortir facilement. Oui. Mais pour le critère évolution, Exactement. et ben ensuite on peut se dire bah tiens, une petite baliste lorsqu'on va vouloir augmenter un petit peu le nombre de points. Ça peut être intéressant. Et puis sur ce critère de l'évolution, c'est aussi une armée qui va pouvoir se... en fait, elle a pas mal d'unités très chères, hein, que je citais tout à l'heure, notamment dans les héros. Ouais. Et donc, lorsqu'on va vouloir la pousser plus haut en points, on a des choses à faire en armée pure. Et puis en alliance, on a aussi plein de possibilités, hein. On parlait du Rohan tout à l'heure, on peut aller s'allier avec le Rohan. On peut aller s'allier également avec les fiefs par exemple, Ouais. et puis aussi aller chercher de l'alliance jaune avec plein d'armées. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes de variété, d'évolution et de diversité, c'est vraiment voilà, c'est assez imbattable. Et pour le dernier critère qui est le critère monétaire, au final, le guerrier de base, il est là depuis très longtemps aussi dans le jeu, donc on en trouve très facilement d'occasion. Les rangers, c'est pareil. Alors après, les autres unités un petit peu plus élites, ça peut être plus dur de les trouver d'occasion, mais globalement, on va pas en jouer 36 dans son armée, donc acheter un petit blister de 4 ou de 6, ça se fait sans trop de problèmes. Et au niveau des héros, là aussi, il se trouve assez facilement d'occasion, ou si on veut investir dans la dernière version de Gandalf le Blanc, par exemple, mine de rien, c'est loin d'être l'armée la plus chère du jeu, et on peut se faire plaisir sur du coup un héros ou deux, parce que justement les guerriers sont faciles à trouver, et du coup c'est assez plaisant aussi. Du coup au final elle coche vraiment tous les critères, hein, cette armée. C'est indiscutablement la faction qui gagne le top 1 vraiment haut la main. Il n'y a aucun souci, elle remplit absolument tous les critères. Je pense que même sans regarder les critères, tous les deux, on savait qu'elle allait être numéro 1, on a pensé à elle tout de suite. Pas une armée parfaite pour autant, hein, elle a des faiblesses, mais clairement pour débuter, c'est vraiment... On rappelle que c'est un top, ce n'est pas un top de liste compétitive, de faction compétitive, c'est même tout l'inverse, c'est un top de faction pour débuter. Et dans ce rôle-là, et dans d'autres, hein, elle est très bien aussi, mais en tout cas c'est sûr que dans ce rôle-là, elle est parfaite. On va juste parler d'une mention honorable qu'on n'a pas mis dans le top parce que c'était un top 5, mais on a hésité et il n'est pas très loin quand même. Il talonne un petit peu la 5e place de l'armée des morts. Il s'agit de Numénor, qui a plein de choses intéressantes, plein de critères qui sont remplis également. C'est pas une armée qui est frustrante à affronter, c'est une armée qui est sympa à jouer. C'est une armée qui est efficace, mine de rien, hein. Vous avez de la force 4, ça conne plutôt bien, on a des très bons héros. C'est une armée qui est pas si polyvalente que ça. En termes de mobilité, à part vos héros, vous pouvez pas avoir de cheval. Vous avez la marche avec un capitaine. C'est pas dinguissime. Il n'y a pas du très bon tir. C'est des archers qui sont très moyens. Donc il y a quand même quelques lacunes à ce niveau-là. C'est pas parfait. C'est vrai. Mais cela dit, il y a des bons atouts. Ouais, hein, bien sûr. Le capitaine, par exemple, il envoie du lourd. Et il peut être monté. Le capitaine de Numénor. C'est ça. Alors, dans les points négatifs, par contre, c'est vrai que le problème, c'est que les héros, on veut les jouer montés, mais trouver les figurines montées des héros, par contre, c'est un peu. Faut passer par la conversion. C'est ça. C'est un peu du oui, mais non. C'est-à-dire qu'on a une des armées les plus faciles à trouver d'occasion. Les guerriers de Numénor, ça fait partie des figurines les plus simples à trouver et à peindre en plus, parce que c'est vrai que on n'a pas parlé de ça, mais mine de rien, c'est quand même agréable quand on est débutant de se faire la main sur des figurines pas trop difficiles à peindre. Mais par contre, effectivement, tout ce qui est héros monté, c'est quasi inexistant. Il y a quelques figurines que vous pouvez trouver d'occasion de Isildur sur son cheval, mais alors bonne chance pour la trouver, honnêtement. C'est loin d'être la plus simple. Et après, oui, soit on va aller sur des proxys, soit on va aller faire de la conversion, mais alors là, pour ça, il faut être bricoleur. Et si on part du principe que vous êtes débutant, et surtout si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais mis le pied dans le hobby, c'est clairement un critère qu'il faut prendre en compte, qui pour nous est très important. De toute façon,
c'est ça. Il n'est pas arrivé jusqu'au top 5, donc c'est quand même qu'il y a des raisons. Maintenant, comme c'est une armée qui a plein de choses intéressantes et où on a un petit peu hésité, on le mentionne quand même à la fin de cette vidéo. Allez, j'allais dire, et justement, je voulais rebondir par rapport à ce que tu veux dire, en reparlant de ce qu'on disait au début, qui est qu'au final, le plus important, c'est de jouer quelque chose qu'on a envie de jouer. Tout à fait. On disait tout à l'heure, finalement, quelle serait la pire faction aussi pour notre top? Ça pourrait être par exemple, je sais pas, les Ents, Ouais. où là, on a, si on regarde, bon, plaisant à jouer ou à affronter, ça peut l'être, Ouais. mais c'est pas forcément très efficace, c'est pas polyvalent, c'est pas simple à jouer, c'est pas varié, c'est pas évolutif. C'est pas facile à trouver, ça coûte à cher, acheter, ouais. c'est pas facile à trouver. Voilà, donc vraiment, ça coche rien. Ouais. Mais si on kiffe les Ents et qu'on a envie de rejouer, je sais pas, les Ents contre Isengard, parce que voilà, c'est une scène qu'on adore, faut pas hésiter à se faire plaisir. Et voilà, on peut tout à fait s'amuser aussi avec des figurines qui sont plus compliquées à manier ou à utiliser. Tout à fait. Voilà, faut vraiment pas se freiner si on a envie. Ça reste le point le plus primordial, c'est vraiment de se faire plaisir, parce que quand même par définition, c'est un hobby, c'est une passion. En tout cas, si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais goûté à ce hobby, on l'espère, en tout cas on vous le souhaite, que vous allez y prendre goût. Et du coup, le maître mot, effectivement, c'est ça, hein, c'est le plaisir, se faire plaisir, ça reste la chose à prioriser. Juste avant de conclure, on n'a évidemment pas inclus un certain nombre de listes. Si vous vous posez la question, par exemple, pourquoi on n'a pas inclus les survivants de Laqueville, déjà c'est une liste qui est trop hardcore, compétitive. Si vous jouez contre, vous pouvez vous faire défoncer, ça peut ne pas être amusant du tout. Et si vous la jouez et que vous débutez, que vous n'avez jamais fait de partie, vous allez avoir beaucoup de mal, parce qu'il faut vraiment comprendre toutes les synergies, toutes les mécaniques entre Bard, ses filles, Alfred, etc. C'est vraiment pas facile à maîtriser, en tout cas à comprendre quand on débute. Les fiefs, c'est pareil, c'est une armée avec plein de sous-factions, avec des règles spécifiques qui s'appliquent à elles-mêmes, mais si vous avez votre bonus d'armée, ça s'applique un peu à toute l'armée, enfin pas un peu d'ailleurs, ça s'applique à toute l'armée. On n'a également pas mis par exemple Dale, parce que c'est une armée qui est globalement, sa seule grosse force c'est le tir, c'est une armée qui va être vraiment full tir quoi pour le coup, et du coup affronter ça c'est pas drôle. Les monts du fer, là je pense que c'est évident, même si c'est pas un des critères rédhibitoires, il est vraiment trop important, le coût des figurines. Ouais, là, le critère financier. Là, pour débuter, franchement, c'est vraiment pas possible. La comté, c'est exactement la même chose. Franchement, j'ai regardé, en fait, si vous voulez vous faire une liste d'armées de Hobbit, c'est que des figurines en métal, et si vous regardez ça sur Games Workshop, même d'occasion, c'est pas si facile à trouver que ça. Franchement, vu que vous jouez beaucoup de figurines, ça revient excessivement cher, quoi. C'est vraiment très cher. Mais parce que là, on est sur de la horde en fait. C'est ça. Et du coup, il faut acheter beaucoup de figues. Et des figues qui valent très cher en métal. Et puis voilà, des listes comme Fangorn, on a dit, c'est pas la meilleure armée pour débuter. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes débutant et que vous avez une armée qui vous intéresse parmi celles qu'on a évoquées, écoutez, faites-vous plaisir, lancez-vous. Et puis voilà, on va conclure là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie mon compère qui est juste ici à Mandil. Je te remercie d'avoir participé à cette vidéo et de nous avoir éclairé. Avec plaisir. D'ailleurs, juste avant de conclure, je ne l'ai pas fait, mais c'est très important. Je mentionne la chaîne d'Amandil parce qu'il fait déjà du très bon contenu sur YouTube, mais surtout, et là c'est très pertinent, il a un format de vidéo qui s'appelle 500 points pour moins de 75 €. Tu me corriges si je me trompe? C'est ça. Bon, là, c'était avant la hausse des prix, donc je vais peut-être renommer ça 500 points pour 100 €, mais dans l'idée, effectivement, c'est le nom de la playlist, effectivement. Donc, pour aller exactement dans le sens de cette vidéo, en fait, c'est parfait si vous débutez, et en plus, il y a tout un tas d'armées que tu as couvert. Tu as parlé de ces armées-là dans tes vidéos pour pouvoir les acheter pour pas cher et se constituer une armée pour pas cher. Et bien, un certain nombre de ces armées se retrouvent dans notre top. Donc, ça peut être parfait en complément de vidéo d'aller checker la chaîne d'Amandil pour ça. Moi, en tout cas, de mon côté, je vous dis à plus. Je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!